Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque à mes côtés se trouve Mathieu, cofondateur de Human Coders. Bonjour. Et on reçoit Constantin Biffer pour parler de la Jamstack. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous puisque Constantin va expliquer déjà ce que c'est, comment et quand l'utiliser et surtout vous donner des conseils pour vous lancer. Alors merci Constantin d'être parmi nous. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis actuellement développeur sur Bordeaux, donc essentiellement front JavaScript. Et je suis plutôt nouveau dans le domaine, mais j'ai commencé à essayer de parler en public à propos de la Jamstack récemment. Alors justement, qu'est-ce que c'est la Jamstack ? Alors la Jamstack, déjà si on commence par l'acronyme, c'est tout simplement JavaScript, API et Markup. Donc le JS pour l'aspect dynamique. Le markup, c'est tout ce qui sera fichier statique. Donc ça peut être du HTML, du CSV, du JSON, des API, Airtable, ce que vous voulez. Et les API, du coup, qui vont connecter des services à la partie statique en fait de la Jamstack. Et donc, globalement, la Jamstack, ça repose juste sur le fait de mixer, de dégrouper certaines data back et front. Donc si je comprends bien, là, la grande différence avec un site web classique, c'est que le rendu en fait dynamique se fait pas au fur et à mesure la navigation, et en fait elle se fait en amont en fait. C'est au tout début, tout est généré. Donc en fait on a une phase de compilation de l'intégralité du site qui fait qu'on a après toutes les pages statiques du coup générées, et ensuite on peut les héberger, et ensuite le site il est figé en fait une fois qu'il est déployé. C'est ça. Alors, c'est même mieux que ça, dans le sens où, oui, il y a une partie en fait où tu builds ton app, et du coup, comme tu dis, oui, c'est des fichiers statiques, donc c'est excellent pour les SEO. Tu as toute ton arborescence de projets, et genre, c'est très rapide à charger. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu écris un blog sur ton bac où tu as 12 articles, toi, en fait, quand tu vas envoyer ton code sur Netlify, en fait, ça va te générer tes 12 pages statiques. Et donc, en fait, si tu envoies le lien, le client va pas tomber sur une 404 parce que ta page existe vraiment. Ce qui est vraiment bien, par contre, au-delà de ça, c'est qu'en fait, quand tu as tes fichiers statiques, en fait, quand tu vas arriver sur la page, au début, ce sera juste du HTML, CSS sans JavaScript. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça sera comme une universal app dans le sens où, en fait, ton app va s'hydrater. Genre, c'est le principe technique qu'on utilise pour expliquer ça, c'est en gros ton JS va arriver de manière asynchrone sur l'app, et il va rendre en fait ta page statique, il va la transformer en single page app. Donc en fait, d'une page statique sans interaction, sans même que tu le vois, en fait, elle va se transformer en page dynamique. Ce qui fait qu'en fait, tu n'auras plus de refresh de page à chaque navigation, et tu vas utiliser la single page app dont on a pu entendre parler au podcast précédent avec Nicolas. Donc tu as tous les bénéfices après en termes de réactivité. Tu peux utiliser du coup ton framework JS favori, donc que ce soit du React, Vue.js, Gridsom, Next, Nuxt, ce que tu veux, et Gatsby, le plus connu. Et donc en fait, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. D'un côté, c'est très rapide, c'est performant, et tu peux utiliser des technos modernes. Et de l'autre côté, c'est excellent pour la SEO. T'as pas de faille quelconque vu que c'est des fichiers statiques au début. Et voilà, c'est le meilleur des deux mondes en soi. Ouais, si je comprends bien, pour le SEO, ce qui est bien, c'est que tu as quand même les pages HTML et toute la structure de ton site. Donc en gros, Google ou autre peut venir parser le site de manière complètement statique. Et ensuite, tu perds pas quand même, puisque sur la partie dynamique, parce que du coup, le JS va aller lire en fait ces infos HTML, est capable ensuite après de faire un rendu comme une single web app comme tu viens de décrire. Et donc en fait, tu as les meilleurs des deux mondes en fait. C'est ça. C'est ça. Et en plus, de manière très simplifiée, sans être forcément très balèze en termes de création d'app ou quoi que ce soit, dans le sens où enfin,
par défaut, en fait, c'est déjà préconfiguré tel quel, et c'est-à-dire que quand tu crées une app comme ça en Jamstack, si jamais il y a des gens ici qui s'intéressent un peu aux performances, si vous ouvrez un navigateur Chrome, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez aller dans la partie audit. Si vous faites les audits, en fait, ça va vous donner globalement des stats sur 100, et vous pourrez voir en fait que Google aime beaucoup les sites sous Jamstack parce qu'ils sont de base très optimisés pour plein de choses en fait. Dans le sens où ça va compresser vos images, ça va utiliser un certain protocole de fichiers, donc du Purple, le principe Purple de Google, ça va utiliser du HTTP2. Donc en fait, toutes ces choses-là en fait seront déjà préconfigurées pour vous, donc vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Et vous aurez du coup des stats fabuleuses en termes de vitesse, de SEO, etc. Et out of the box en fait, donc sans même vous préoccuper de quoi que ce soit. J'ai une petite question en fait. Bon, c'est vrai que ça change vachement l'approche auquel je suis habitué, parce que moi je suis développeur Ruby on Rails, hein, donc je suis plutôt habitué voilà à la génération de la page HTML au fur et à mesure de la navigation. La question c'est est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que si je comprends bien, pour la partie administrateur, en fait le déploiement il va se faire en fait à chaque fois que du coup l'admin va modifier un contenu. Est-ce qu'il y a des inconvénients en fait à faire ce déploiement à chaque modification? Je pense par exemple au cache. Est-ce qu'il y a des problématiques liées à ça? Le fait qu'il faut sûrement valider le cache de ton CDN, enfin de l'endroit où c'est hébergé. Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors du coup, avant tout, oui, j'ai fait le wagon de Bordeaux aussi, donc je suis un collègue Ruby on Rails. Mais, Ok. mais du coup, alors pour l'invalidation de cache, il y a absolument zéro problème par rapport à ça. C'est-à-dire que Netlify va se charger de tout ce qui est invalidation de cache pour toi. Et pour ce qui est donc que ce soit des assets, police, texte ou quoi, j'ai jamais vu aucun problème par rapport à ça. Pour ce qui est du build, alors en fait oui, quand tu vas soumettre ton formulaire et que tu veux dire OK, là c'est fini, je veux que tu crées mon app, tu as un petit temps qui en soi n'existe pas sur du Rails. En fait, là où du Rails, tu peux arriver, tu peux éditer du code, et vu que ton site sera server-side rendered à chaque fois, bah là en fait, tu auras besoin d'un petit temps d'attente histoire que ton site soit build. Mais ce temps d'attente, c'est genre 2 minutes. Et tu vois, en soi, un client, quand il modifie ou qu'il veut mettre un article toutes les 2 semaines, en fait, il peut même écrire un article, préparer enfin, mettre une date, par exemple, ok, je veux que l'article soit publié le 14, et en fait, pour le 14, ce sera déjà fait en soi. Donc, sur la partie build, t'as pas de réelle limitation, quoi. Alors, si je comprends bien, donc quelqu'un modifie un article, je sais pas, tu veux corriger une faute d'orthographe, tu soumets, donc il faut que tu attendes 2 minutes, c'est ça, pour voir le résultat suite à la fin du build sur son site en ligne en fait. Alors non, c'est pas le résultat. Je veux dire, la preview, donc Ah, après, tu as plein de CMS headless, mais tu as des CMS headless qui te permettent d'avoir une preview. d'accord. Après, par contre, si tu veux vraiment faire le build, ok, là je veux que tu l'envoies, là oui, tu as 2 minutes d'attente. Mais après, t'es pas obligé Donc de... d'un point de vue technique, en fait, finalement, la partie admin, elle est un peu comme un site standard. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais une modification, tu vois ta preview en live. Ça se trouve, c'est une app un peu classique avec le HTML qui est généré au fur et à mesure de la navigation. Et c'est après, tu peux dire, ça y est, je build le site. Et là, ça prend du temps. Et là, il est mis en ligne, etc., quoi. C'est ça. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça. Là où de temps en temps, en fait, tu peux intégrer tes services sur ton app au niveau back-end pour le server-side rendering, pour que ce soit de la traduction, du paiement ou autre. La Jamstack, en fait, vu que c'est des fichiers statiques qui ensuite vont être alimentés en JS, en fait, toute la partie logique va s'exécuter via du serveur LS, en fait. Donc en fait, tu vas plug des services à ton app une fois qu'elle sera hydratée en JS, donc qu'elle sera en single page app. Et donc, ouais, ça peut à la limite être un petit peu plus problématique parce que au début, tu as un peu moins la main sur ça. Alors après, heureusement, tu as plein de services qui existent. Par exemple, Firebase, tu peux utiliser du AWS, à la Google Cloud Platform. Donc si tu veux vraiment faire des fonctions un petit peu from scratch, qui sont un peu exotiques. Mais après, si tu veux utiliser des services plus connus pour des besoins beaucoup plus classiques, tu peux très bien passer par du Stripe, du Snipcart, voilà, par tout ce qui existe mais qui n'est pas forcément intégré directement à ton app. J'ai l'impression qu'il y a deux choses très différentes, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. C'est que du coup, il y a d'un côté où est-ce que tu vas aller chercher tes données.
Donc effectivement, tes données, tu peux aller les chercher, j'ai l'impression, sur du Markdown, sur du Firebase, sur des bases de données classiques. Et en fait, tu prends ces données et au moment de la construction de l'app, il va récupérer ces données pour transformer ton site, l'intégralité de ton site en HTML. Et de l'autre côté, il y a une question que je me pose, c'est comment ça se passe la partie vraiment dynamique. Si, imaginons que tu as besoin d'une partie, une toute petite partie de ton site où effectivement tu as besoin d'interaction avec une API externe comme du paiement, par exemple tu parles de Stripe, du coup ça c'est quelque chose qui se fait en live en fait, tu peux pas le faire en amont, non? Non, en effet. Donc la partie, donc c'est exactement ça. C'est le CMS, il va amener tes fichiers statiques que tu sauras déjà, que tu auras déjà fait en amont. Donc que ce soit du visuel, des articles ou quoi que ce soit. Et après, par contre, en fait, disons que si tu as ton app en React ou en Vue, là, en fait, tu vas passer par ton framework JS pour faire le paiement avec des API externes. Donc ouais. Donc en fait, c'est vraiment grâce au JS que tu as la partie dynamique. Sinon, en fait, tu restes que sur du statique. Donc là, en fait, où tu as un avantage, c'est que par exemple, du WordPress, c'est très statique sur le fond. Et en soi, la partie dynamique, t'en as pas vraiment. Alors que là, c'est statique au début et dynamique avec toutes les API qui existent en fait en tant qu'utilisation par la suite, quoi. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, si tu es un dev Rails, tu as peut-être besoin d'intégrer ton Stripe sur une vue et ensuite de gérer tout ce qui est paiement avec des tokens. Là, en soi, tu vas faire la même chose, mais sur la partie front, donc où tu vas envoyer un token à Stripe, il va te répondre est-ce que le paiement est good ou pas. Ensuite, toi, tu dis au user merci. Bah là, en fait, voilà, c'est sur la partie front que ça se fait, plus sur la partie back. Ok. Petite question, quand recommandes-tu d'utiliser cette approche en fait? Est-ce que c'est indiqué dans tous les cas ou pas? Enfin, est-ce que pour toi, voilà, il y a des meilleures utilisations que d'autres? Moi, je pense que aujourd'hui, on peut utiliser la Jamstack dans beaucoup de cas, et en soi, il faut savoir que la Jamstack, ça oblige pas forcément à adopter un pattern particulier, dans le sens où si on veut transformer une seule partie de notre site en Jamstack, c'est totalement faisable. Et inversement, si on veut garder une partie totalement dynamique, on peut aussi. Parce que une des limitations, enfin, un cas d'usage qui serait pas très pratique pour la Jamstack, ce serait par exemple un e-commerce qui bouge de manière très rapide. Dans le sens, si jamais il y a un produit qui arrive et que par exemple vous avez un stock de 1000 produits qui peuvent partir très vite, donc je sais pas, on va dire en 10 secondes, là par exemple la Jamstack sera pas très adaptée. Parce qu'en fait, même si vous pouvez avoir une API qui sera pingée toutes les secondes pour dire ok, combien est-ce qu'il reste de chapeaux, bah là si vous dit 800 puis 700 puis 600, c'est bien, mais vous aurez pas en fait la sécurité en fait que l'API est synchronisée au bon moment, etc. Donc si c'est du contenu très dynamique, même par exemple comme Twitter, en fait, la Jamstack sera pas adaptée pour ça, parce que la Jamstack a besoin d'un temps de build en amont. Donc en fait, il faut quand même que votre contenu soit pas trop dynamique, ou au moins il ne faut pas que votre partie front soit trop complexe non plus. Parce que je pense qu'un Shopify, c'est faisable entièrement en front, mais je pense qu'il faut être très solide sur ça, donc c'est peut-être pas la meilleure approche pour voilà, du contenu trop dynamique. Maintenant, si on prend par exemple, comment ça s'appelle, Smashing Magazine. Smashing Magazine avant, par exemple, était sur du WordPress. Donc c'était un site qui bouge pas des masses, vu que c'est essentiellement que des articles de blog. Et ils sont passés sous Jamstack et ils ont vu un gain en termes de performance phénoménal, quoi. Genre ils ont gagné à peu près 80% de performance grâce à ça. Et surtout, au lieu d'avoir plusieurs parties regroupées, enfin un peu de tous les côtés, là c'était centralisé en un seul bloc. Donc voilà, en Jamstack qui était. Enfin, quand je dis en un seul bloc, c'est juste que avant ils avaient un WordPress d'un côté, ils avaient un Shopify de l'autre, ils avaient autre chose de l'autre, et en fait ils pouvaient pas homogénéiser en fait les données. Aujourd'hui, si vous avez un back-end, donc par exemple Contentful ou Sanity comme CMS, en fait ce CMS-là, vous pouvez lui demander son contenu via son API officiel et le récupérer et le réutiliser en d'autres services. Là où avant, Shopify ne marchait peut-être pas forcément très bien avec WordPress, ou du moins il fallait pas mal d'huile de coude pour rassembler les deux.
Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres exemples de sites qui fonctionnent avec une Jamstack? Alors, je sais qu'il y a PayPal qui a passé une partie aussi de ses sites sous Jamstack. Et après, en fait, vous pouvez par exemple aller sur le site de gatsbyjs.org. Et là, vous avez une partie showcase où en fait, vous pouvez voir tous les sites qui actuellement utilisent Gatsby. Et vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, que ce soit des sites d'agence classiques, des trucs design de vente de produits ou voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc d'ailleurs, comme ça, oui, ça peut vous donner de l'inspiration et voir un peu ce qui est faisable avec. Et sans trop rentrer dans les détails, c'est quoi les deux, trois grands, je sais pas comment dire, frameworks qui servent à faire du Jamstack? Alors, si vous faites du React, donc le plus connu et celui où il y a de loin le plus de communauté, c'est Gatsby. Donc ça, c'est pour, on va dire, du contenu, on va dire, statique. Et ensuite, vous avez Next. Donc ça, c'est pareil, c'est la Jamstack, mais plus côté app. Donc si vous voulez, par exemple, je sais pas, faire un équivalent de Gmail, par exemple, ben, il faudra plus vous orienter vers Next. Si vous êtes plus Vue.js, donc vous avez Gridsome pour la partie statique. Donc si vous voulez un blog ou quelque chose de simple. Vous avez VuePress pour la documentation aussi. Et si vous voulez plus un côté app, vous avez Nuxt. Donc Next Nuxt, c'est un petit peu trompeur, mais voilà, c'est Nuxt pour Vue. Donc pareil, que vous gérez la partie server-side rendering comme il faut. Et après, pour Angular, j'en connais pas vraiment. Je sais que du coup pour Ruby, donc vous avez Jekyll. Pour le Golang, vous avez Hugo. Et après, vous en avez plein d'autres. Globalement, vous pouvez aller sur staticgen, euh, alors staticgen.com. Et là, vous pourrez voir en fait tous les serveurs, tous les générateurs de contenu statique qui existent, donc qu'ils soient open source ou pas, qu'ils soient, on va dire, spécifiques à un langage particulier, donc que ce soit du JS ou du Go. Et enfin, en complément de ça, vous pouvez aller sur headlesscms.org. Donc ici pour voir du coup les CMS que vous pourrez mettre au niveau du back pour la Jamstack. Donc là, vous aurez du Netlify CMS, du Strapi, voilà, beaucoup de choses aussi. Du coup, toi, en tant que dev, enfin moi, si demain je veux faire un site qui suit la Jamstack, de quels prérequis j'ai besoin? Est-ce qu'il faut que je connaisse JavaScript? Enfin, quelles compétences j'ai besoin d'avoir? Des compétences, en fait, t'en as pas forcément besoin de beaucoup, mais en même temps, si tu veux faire quelque chose de poussé, oui. Donc tout dépend de ton besoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Jamstack, tu peux très bien en faire via un site qui s'appelle stackbit.com. Donc c'est un site que quand tu arrives dessus, globalement, tu choisis un template, donc un visuel de est-ce que tu veux une thématique un petit peu produit, est-ce que tu veux une thématique un petit peu plus blog ou présent, enfin, t'as vraiment de tout. Constantin, ouais, j'avais une petite question sur Stackbit. C'est que tu en as parlé rapidement tout à l'heure, et en fait, je voulais savoir un petit peu, en fait, c'était quoi l'utilité en fait de Stackbit, à quoi ça sert? Alors, Stackbit, en fait, c'est une plateforme qui va vous permettre de monter tout ce qu'il faut pour la Jamstack. Donc, les trois composants essentiels, c'est une petite partie design, donc avec du CSS, la partie serveur génération de sites statiques avec du Gatsby, du Hugo, du Next, du Gridsome, donc en fonction de ce que vous préférez, et la partie headless CMS, donc du coup pour gérer votre contenu. Donc en fait, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas les compétences techniques pour mettre ça en place, vous pouvez aller sur ce site-là. Vous pouvez cliquer sur trois boutons, ça va vous générer l'intégralité de votre Jamstack et vous pourrez y avoir accès en fait sur les parties qui vous sont nécessaires. D'accord. Donc en fait, il gère les trois. Il gère d'un côté la partie framework, la partie hébergement et la partie admin, en fait, c'est ça. En fait, c'est même pas il gère, c'est juste il vous crée la connexion entre les trois pour vous. Là où un développeur a besoin de les linker, alors c'est pas très compliqué, mais je veux dire quelqu'un qui ne sait pas du tout coder, il est capable de cliquer sur trois boutons et ensuite d'avoir un site qui marche et d'éditer le contenu. Il verra pas une seule ligne de code. D'accord.
Ouais, c'est vraiment, j'essaie de faire un parallèle, mais un peu comme le WordPress.com. Tu crées ton site en C'est ligne. ça. Très Voilà, bien. c'est ça. Ok. Et du coup, ce qui est génial aussi, c'est que Stackbit, récemment, donc à la Jamstack Conf de San Francisco, ont présenté un outil donc, qui actuellement est en cours de développement, mais prochainement, en fait, quand vous viendrez sur le site de votre app, si vous êtes authentifié sur Stackbit, en haut à droite, ça va vous mettre une petite icône, en fait, où ça vous mettra le statut actuel de votre site, donc avec des logs de est-ce qu'il est en train de se rebuild. Et si jamais vous voulez modifier le contenu, en fait, vous pourrez cliquer sur cette petite icône. Vous pourrez directement éditer à la volée le contenu du texte que vous voulez. Et ce texte, en fait, sera envoyé sur votre CMS Headless. Et ça vous retrigger le build de votre site. Vous pourrez voir l'avancement. Et une fois que ce sera fini, en fait, ça vous mettra cliquer sur ce bouton pour rafraîchir la page. Et la page sera rafraîchie avec le contenu mis à jour, le cache invalidé. Et vous aurez même pas bougé de votre site, en fait. Voilà, tout ça de manière gratuite. Alors après avoir le business model, mais pour l'instant, déjà, je veux dire, vous verrez pas une seule ligne de code et vous pourrez éditer du contenu à la volée. Donc c'est, moi je trouve fabuleux. Moi, j'ai une question, c'est plutôt par rapport au côté utilisateur, enfin, dans le sens où là, tu dis par exemple, tu fais un site web pour un client, et ensuite le client va pouvoir avoir accès à une certaine partie, j'imagine une interface, c'est ça, du site? Oui, donc comme ça peut être du WordPress, enfin en fait ce sera un CMS classique. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que, il y a des avantages à utiliser l'approche Jamstack ou pas? Est-ce que c'est vraiment similaire à du WordPress ou d'autres Alors en soi pour le user, lui, il verra pas trop de différence au niveau de l'édition de contenu, dans le sens où il viendra et il mettra un article où il postera des photos. Et en fait, quand il va cliquer sur un bouton, la page en fait va être régénérée automatiquement. C'est-à-dire quand tu vas cliquer sur le bouton de build, tu vas avoir un signal qui va être envoyé à ton code. Ton code va dire OK, il y a un nouveau article. Il va prendre ce nouveau article, il va rebuild l'app, donc pas en entier, juste la partie qui a bougé, donc l'article, et ensuite va le deploy, histoire que ce soit build de manière statique. Le truc, c'est que du coup, l'avantage, c'est non seulement tu as tout ce qui est sécurité, tout ce qui est rapidité, donc les bonnes pratiques. Donc pour le user, c'est excellent de ce point de vue-là. Ah, et surtout aussi, tu ne payes pas de serveur. C'est-à-dire en fait tous ces services-là, que ce soit le CMS ou le fait d'héberger ton app, tu n'as pas besoin de payer un VPS sur VH ou DigitalOcean ou ce que tu veux, dans le sens où Netlify ou même GitHub Pages sont des sites qui te permettent d'héberger tes fichiers statiques de manière gratuite, sans limitation. Et donc ça, c'est pour la partie user, mais après, pour la partie développeur aussi, c'est excellent. Donc en soi, tu as une bonne expérience des deux côtés, quoi. Et surtout, quand tu envoies, quand tu héberges ton app sur une plateforme telle que Netlify, Now.Zeit ou même AWS Amplify, en soi, tu n'as pas besoin de... Enfin, on va pas te réveiller à 3 heures du mat en te disant bonjour, le site a craché, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, parce que du coup, tu fais confiance à des professionnels, c'est eux qui gèrent l'infrastructure et tu peux être certain que ton site va pas tomber comme ça en pleine nuit à 3 heures du mat, quoi. Bah, justement, belle transition. Donc, si demain, moi, je veux me lancer, est-ce que tu as des points d'entrée? Est-ce que tu conseilles de lire certains articles? Il y a peut-être des vidéos, il y a peut-être une communauté aussi, je sais pas. Pour ça, oui. Déjà, il faut savoir que je pense le premier endroit où aller, ce serait la Jamstack Conf. Ils ont une chaîne YouTube qui est géniale. Il y a beaucoup de talks qui passent et qui sont de qualité avec même des gens directement de chez Netlify ou même, je sais pas si vous connaissez, mais Sarah Drasner qui est récemment passée et qui travaille chez eux maintenant, qui font du contenu génial et qui présentent ça de manière un petit peu plus longue. Vous avez aussi d'ailleurs Vitaly Friedman, donc la personne responsable de Smashing Magazine, qui vous parle pendant 34 minutes de pourquoi est-ce qu'ils sont passés à la Jamstack et de tous les bienfaits, avec de jolis diapos. En plus de ça, du coup, vous avez le Slack officiel. Vous avez plein de, vous avez plein de communautés aussi sur Twitter, qui en parlent. Est-ce qu'on en parle beaucoup? Est-ce que tu dirais que c'est quand même assez récent? Alors, globalement, oui. Disons que je pense que de ce que j'ai vu, c'est sorti de terre il y a 3-4 ans.
Avant, en fait, parce qu'avant, il n'y avait pas trop d'outils pour le serverless et on va dire les frameworks JS, c'était peut-être pas adopté par tous. Maintenant, vu que JavaScript a une place de plus en plus prédominante et a de plus en plus de communautés derrière, avec toutes les solutions cloud qui existent, les gens ont commencé un petit peu plus à essayer de toucher à cet aspect-là. Mais en soi, le Jamstack, ça existe depuis longtemps. C'est juste que ça avait peut-être pas un nom aussi accrocheur avant. Avant, c'était juste genre short stack ou ça avait pas vraiment de grosse communauté autour. Donc en fait, ils n'avaient pas donné de nom. Mais en soi, c'est sorti de terre vraiment il y a 2-3 ans, grâce à essentiellement Netlify et au fait du coup de l'excellent écosystème qui s'est mis en place autour de ça. Avant, moi, j'en aurais jamais entendu parler avant, je pense. Voilà. Je sais pas si tu as un dernier message à faire passer à ceux qui nous écoutent. Disons que même si vous en avez pas forcément l'intérêt, je vous conseillerais ne serait-ce juste d'essayer de voir ce que c'est, histoire de voir si ça vous plaît. Et ensuite, si ça vous plaît pas, bah pas de souci, mais au moins donnez-y un coup d'essai, histoire de voir si ça vous plaît. Eh bien, merci Constantin. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Vous pouvez retrouver toutes les ressources citées dans cet épisode sur le blog Human Coders. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.